Bonjour à tous, bienvenue dans cette Bretagne. Bretagne qui est un peu dans mes origines, même si je suis croisé avec la Corse, donc c'est un peu des origines bizarres. On m'a demandé de surtout s'intéresser à comment les agents anesthésiques marchent. Alors pour ça, il faut toujours revenir à l'histoire. Première anesthésie, 1847. Ici, c'était au Massachusetts Hospital. Et il faisait une anesthésie à l'éther. Bon, on a beaucoup progressé en termes de sécurité. On a beaucoup progressé en termes d'agents anesthésiques. On a une multitude d'agents anesthésiques qui ont été créés, même si sur ces dernières années, il n'y a plus grand-chose. Ils ont été particulièrement créés pendant les guerres. Alors, une des particularités, c'est que ces agents anesthésiques vont agir aussi bien sur les animaux que sur les êtres humains. Parce qu'on va partager des structures particulières. Et sur les animaux, il faut des posologies bien supérieures aux posologies humaines, parce que la différence entre un animal et nous, c'est que notre télencéphale, le siège de la conscience, a énormément grossi, et en grossissant, et la multitude des réseaux et des synapses qu'il constitue l'ont fragilisé, et il est plus sensible aux agents anesthésiques. Alors, quand on regarde comment marchent les agents anesthésiques, tout d'abord, ils vont agir sur le récepteur que vous avez tous appris, qui est le récepteur GABA. Que ce soit l'isofurane, le propofol, le sévofurane, le desfurane, même si on veut sa mort, tous ces agents vont agir sur les récepteurs GABAergiques. Alors, il y a d'autres récepteurs qui sont très impliqués, comme les récepteurs NMDA. Vous allez voir avec la kétamine, avec le protoxyde d'azote, même si ce gaz aussi est en train de disparaître. Et vous avez des canaux K+, qu'on appelle les canaux TREC, qui sont très impliqués dans les mécanismes d'action des agents halogénés. Alors on a énormément progressé au niveau de cette mécanique réceptorielle. On a encore beaucoup de mal à comprendre pourquoi on dort. Comment on peut entraîner une interruption de la conscience chez un être humain. Et donc, on va essayer de voir ensemble comment cette conscience peut être altérée par les agents anesthésiques. Il faut vous dire que cette conscience, c'est un cerveau qui a 100 000 millions de neurones, et vous multipliez par à peu près 1000 fois plus de synapses. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'excessivement complexe. Si on schématise normalement dans vos cours de déphasme, vous avez tous appris que la conscience, c'est le télencéphale, c'est le cortex. Et que sous le cortex, on va avoir les noyaux gris. Les noyaux gris vont réguler le mouvement essentiellement, même si les thalamies sont la voie d'entrée de l'information sensorielle. Et dessous, on a une structure qui est fondamentale, qui est le tronc cérébral, et en particulier la formation réticulée activatrice qui génère l'éveil. Vous vous rappelez que pour avoir une perte de conscience, si on a une atteinte télencéphalique, il faut qu'elle soit bilatérale. Une hypertension intracrânienne avec une hypoperfusion cérébrale entraîne une souffrance télencéphalique bilatérale, donc perte de conscience. En revanche, une toute petite lésion au niveau du tronc cérébral, et en particulier de la formation réticulée activatrice, il n'y a plus d'éveil, et s'il n'y a plus d'éveil, il n'y a plus de conscience. Et vous pouvez récupérer l'éveil sans conscience, c'est l'état végétatif. Alors pendant des années, on a pensé que les agents anesthésiques et que la conscience étaient localisés dans cette formation réticulée activatrice, base de l'éveil. Parce que dès qu'on faisait une lésion dans cette formation réticulée activatrice, il n'y avait plus de conscience. En fait, on sait maintenant que c'est beaucoup plus complexe que ça, que bien entendu cette formation réticulée activatrice est présente, mais que c'est surtout les structures corticales qui vont être à la base de la conscience. Alors, beaucoup de récepteurs glutamatergiques au niveau du cortex, mais également au niveau des thalamies, des récepteurs GABAergiques. Et là, on va avoir les trois composantes de l'anesthésie balancée qu'il va falloir essayer d'intégrer, qui vont être la perte de conscience, l'analgésie et l'immobilité. Déjà, on sait que, en fait, les différents réseaux neuronaux n'ont pas la même sensibilité aux agents anesthésiques. Une toute petite dose d'agent anesthésique et vous avez un effet amnésiant. La perte de conscience apparaît
après l'amnésie, pour des concentrations plus fortes. Il faut des concentrations bien plus fortes pour supprimer le mouvement, et il faut vraiment de très grosses concentrations qu'on n'utilise pas en clinique pour bloquer la réponse sympathique à une stimulation nociceptive, ce qu'on va appeler la MAC-bar. Et donc, on voit déjà que les réseaux neuronaux n'ont pas la même sensibilité. Si je reviens sur la mémorisation, une toute petite dose d'isofurane ou une toute petite dose de sévofurane entraîne une perte de la mémorisation alors que le patient est encore conscient. Et regardez là, le sévofurane, je vous rappelle, la MAC, c'est aux alentours de 2,3, et ici, on est à 0,25%, c'est-à-dire pas grand-chose. Et on a un blocage complet de la mémorisation émotionnelle. Qu'est-ce que c'est la mémorisation émotionnelle ? Je vais vous montrer des photos d'enfants qui crient, je vais vous montrer des photos de soldats morts sur le champ de bataille, et après, je vais vous les redemander. Et en fait, dès une toute petite dose de sévofurane, on a un effet amnésiant. Alors ça, cet effet amnésiant, on l'a étudié, et en fait, il est lié à une déconnexion entre l'hippocampe et l'amygdale. L'hippocampe, c'est votre mémoire. L'amygdale, c'est votre mémoire émotionnelle. C'est quand vous avez un enfant qui crie, c'est l'amygdale qui va activer votre éveil cortical. Et donc, cette simple concentration va bloquer la communication entre ces deux structures et faire que vous n'avez aucun souvenir des photos qu'on vous a montrées. On sait qu'à 1%, déjà, on a diminué de 90% le fonctionnement du cortex auditif. Donc ici, c'est de l'IRMF. Alors, vous voyez ici, l'information rentre par les thalamies. Les thalamies, je vous rappelle, c'est ces deux structures rondes. L'information sensorielle passe dans le tronc cérébral, rentre dans les thalamies et est traitée au niveau du cortex temporal. Et dès une très faible concentration, vous avez une déstructuration de ce cortex auditif. Alors, chez la souris, on peut faire des expériences un peu plus touchy. Une expérience, c'est la décortication ou décérébration. Je vais sectionner le cerveau ici et le tronc cérébral. Et de façon très étonnante, vous vous rappelez la MAC ? La MAC, c'est la concentration alvéolaire minimale pour supprimer chez 50% des sujets une réponse motrice à une stimulation nociceptive. Je fais mal, il y a 50% des patients qui ne bougent plus quand je leur fais mal. Et bien la MAC, avec un cerveau ou sans cerveau, sur la souris, elle ne varie pas. Ce qui veut dire que la réponse à la douleur, la réponse motrice, le retrait, n'est pas contrôlée par le cortex. Soit c'est le sous-cortex, soit c'est la moelle épinière. Alors toujours chez la souris, on peut aller plus loin et on peut effectivement sectionner la moelle. Alors ce n'est pas une section conventionnelle, c'est une thermosection au froid pour éviter le choc spinal. Et là non plus, il n'y a pas de modification de la MAC. Ça veut dire que la réponse motrice sous anesthésie est plutôt liée à l'effet des halogénés sur la moelle qu'au niveau des structures cérébrales. C'est une information importante. Alors, dans l'évolution d'espèces, on va partir sur une espèce un peu plus évoluée, même assez évoluée dans le comportement, même si dorénavant ces manips sont un peu plus difficiles à faire, où grosso modo, on va enlever les deux carotides et on va les mettre sur un oxygénateur d'une CEC. Donc la tête est perfusée avec une CEC. Et le corps est perfusé avec le cœur, et on va pouvoir, avec l'oxygénateur de la CEC, mettre la concentration d'agent anesthésique qu'on veut au niveau cérébral, et avec le respirateur, la concentration qu'on veut sur le reste du corps. Grosso modo, la concentration respiratoire joue sur la moelle, et la concentration cérébrale, je la règle avec ma CEC. La première chose qu'on montre, c'est que la MAC de l'isofurane, celle qui supprime 50% des réponses nociceptives, quand j'administre aussi bien au niveau cérébral que médulaire, c'est 1,4%.
Eh bien, si je n'administre que mon halogéné au niveau cérébral, la MAC est à 3%, et la MAC 95, c'est-à-dire là où il y a 95% des gens qui ne bougent plus, eh bien, ils n'ont jamais réussi à l'obtenir, parce que le contrôle du mouvement opératoire, il n'est pas lié à l'action corticale des agents anesthésiques, mais au niveau de l'action médulaire. Et vous voyez, à 0,3 volume pour cent, il supprime la conscience, et il faut 0,8 volume pour cent au niveau médulaire pour supprimer 50% des mouvements, donc la MAC. Donc ça veut dire qu'on a des compartiments qui sont dissociés, mais qui communiquent ensemble. Et c'est ça qui va être un peu complexe, c'est-à-dire qu'on va endormir le cerveau, mais le cerveau peut être réveillé par la moelle. Vous savez que les agents anesthésiques vont ralentir l'électrogénèse, on va avoir de grandes ondes lentes delta sur le EEG, mais si je fais une stimulation nociceptive ou que je répète de façon importante ma stimulation nociceptive, comme un chirurgien peut tracter un abdomen, je vais avoir un réveil cortical. Et on estime qu'il faut avoir 3 minutes de réveil cortical pour avoir une mémorisation. Et donc là, on le voit bien, je fais une stimulation nociceptive, je vais activer le cortex. Quand je mets une péridurale ou que je fais une rachianesthésie et que je fais une anesthésie en même temps, donc ça c'est plutôt avec la péri qu'avec la rachie, il n'y a pas d'intérêt avec la rachie, mais ça a été également étudié, vous supprimez en fait la communication médulaire et donc l'activation corticale, donc il y a moins de réveil péropératoire. De même, de fortes doses de morphinique vont supprimer cette remontée d'informations nociceptives par les thalamies au niveau du cortex, et on a un effet de lissage sur un moniteur de l'anesthésie qu'on appelle le BIS, entre deux concentrations de morphinique, une faible et une forte, et donc on supprime ces réveils corticaux. Mais la perte de conscience, elle est liée à quoi? En fait, on a fait un bond monstrueux dans les années 95, où on s'est aperçu, grâce au PET scanner, en faisant ingérer du glucose marqué, qu'on avait une diminution du métabolisme cérébral avec nos agents anesthésiques très très importante. Vous voyez, ici on va avoir, chez les patients anesthésiés, un effondrement métabolique. Ça c'est l'éveil, ça c'est la sédation. On va avoir ici l'anesthésie, donc plus c'est bleu, plus la réduction métabolique est importante. Et enfin, ça c'est l'anesthésie profonde, quand vous avez des silences électriques, et là, on est dans un état métabolique qui est proche du néant. C'est-à-dire 30%, on ne peut pas réduire au-dessous, c'est le fonctionnement structurel des cellules. En affinant la technique, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'est pas tout le cerveau qui va être impliqué dans la perte de conscience, c'est certaines structures. Et on retrouve les thalamies, le cuneus, qui est ici, entre nos deux lobes occipitaux, le cortex temporal, et un petit noyau ici qu'on appelle basal forebrain en anglais, ou noyau de Meynert, qui est spécifique du propofol. Il n'y a que sous propofol que ce noyau est activé. Et en fait, ces structures constituent ce qu'on appelle la boucle thalamo-cortica-thalamique. Et cette structure, c'est un peu la base du sommeil. Mais est-ce que ça veut dire que sommeil et anesthésie, c'est la même chose? Alors, dans les années 2000, on pensait que oui, anesthésie et sommeil, c'était à peu près pareil, surtout le sommeil qu'on appelle non-REM sleep, puisque vous voyez, on va avoir un tracé qui honnêtement ressemble au tracé EEG qu'on a sous anesthésie. Quand on va regarder entre propofol et sommeil, le tracé EEG est assez comparable. Les ondes delta que l'on voit ici sont essentiellement au niveau frontal dans les deux cas de figure. On peut avoir même des spindles sous propofol qu'on retrouve dans le sommeil au stade 2 physiologique. Quand on regarde les structures cérébrales impliquées dans le sommeil et de l'anesthésie, vous voyez celles qui sont inhibées en rouge, elles sont à peu près identiques. Le problème est de savoir qui va d'abord se désactiver. Est-ce que c'est le thalamus, comme lors de sommeil physiologique, ou est-ce que c'est le cortex? On sait chez le chat, avec les travaux de Stériade, que la première chose qui va se désactiver quand vous vous endormez, c'est le thalamus. Le thalamus, en fait, il va vous couper de votre environnement. Rappelez-vous, vous êtes en voiture, petite soirée,
Vous rentrez, vous écoutez la radio, et puis à un moment, en fait, vous n'entendez plus rien. Vous êtes ailleurs, vous êtes coupé de l'environnement, mais vous ne dormez pas, heureusement pour vous. Vous pouvez encore vous reprendre. Et ça a été montré chez l'homme en mettant des électrodes chez les patients épileptiques, où en fait, on montre que la première structure qui se déconnecte, comme chez le chat, ça c'est l'activation, 7 c'est super activé, et vous voyez, ça c'est la désactivation du thalamus, et 8 minutes après, c'est le cortex qui s'endort. Et quand le cortex s'endort, c'est là où vous dormez. Mais avant, vous avez cette désactivation de votre mode environnant avec les thalamies. Alors, est-ce qu'en anesthésie c'est pareil ? Eh bien, on sait qu'en anesthésie, je vous l'ai montré, d'abord, il y a ce cuneus qui est très impliqué, et tous les agents anesthésiques montrent, et même le sommeil physiologique, qu'on va avoir cette désactivation des thalamies. Alors, qui est l'œuf, qui est la poule en anesthésie ? En fait, le seul moyen, c'est les électrodes intracérébrales qui peuvent montrer quelle est la structure qui se désactive en premier. C'était des travaux que j'avais réalisés il y a quelques années maintenant, où chez les Parkinson, chez qui on implante ces électrodes de stimulation, en fait, on s'est dit, pourquoi pas, le jour où on met le boîtier, on a accès à ces électrodes et on a accès à l'EEG standard. Donc, pourquoi pas ne pas enregistrer ce qui se passe au niveau du cortex et ce qui se passe au niveau du sous-cortex en même temps. Et donc, on a montré que ce n'était pas du tout la même chose. Donc, je vous rappelle juste ce que font les agents anesthésiques sur l'EEG. Ça, c'est vous, là. Vous êtes bien éveillé, vous avez un tracé microvolté, très riche en ondes rapides. Et puis, juste, je fais du propofol pour vous induire. Il y a une phase d'activation, vous voyez des ondes rapides arriver, ici. Et lors de la perte de conscience, brutalement, on va avoir de grandes ondes lentes qui coupent la ligne isoélectrique 4 fois par seconde, qu'on appelle des ondes delta. Et puis, si vous êtes en surdosage anesthésique, vous allez avoir des silences électriques avec des bouffées d'activité. Donc, l'idée, c'est regarder ici, cortex, sous-cortex. Ici, c'est l'analyse spectrale, et ici, c'est ce qui va se passer pendant toute l'anesthésie. Au niveau du cortex, au niveau du sous-cortex, avec le même paramètre qui avait été utilisé lors du sommeil physiologique. Donc, je vais vous endormir. Vous voyez les ondes bêta apparaître. Sur l'analyse spectrale, on voit un pic en bêta, c'est 15 Hz. Et puis, juste avant la perte de conscience, on commence à voir des ondes delta sur lesquelles se surajoutent énormément d'ondes rapides. Lors de la perte de conscience, vous avez de grandes ondes lentes delta qui apparaissent. Et au niveau du sous-cortex, il ne se passe pas grand-chose. Et là, vous êtes complètement endormi et votre sous-cortex est toujours activé. Et là, si vous vous amusez à essayer de faire une laryngoscopie sans curare, le patient, je peux vous assurer qu'il va bouger, tousser, parce que, en fait, ce sous-cortex va mettre plusieurs minutes avant de se synchroniser avec le cortex et de présenter des ondes lentes. Donc le vieil anesthésiste qui dit « il dort, mais attends un tout petit peu », c'est à cause de ça. C'est à cause de cette résistance du sous-cortex aux agents anesthésiques. Ce n'est pas on-off l'effet dessus. Et d'ailleurs, vous voyez, ici, c'est les concentrations de propofol. C'est à partir de, c'est l'équivalent d'une MAC à une MAC et demie que le thalamus est inhibé. Avant, il n'est pas inhibé, il n'y a aucune inhibition. En fait, quand on regarde plus précisément, je prends un singe, je lui fais une stimulation dans la main, je regarde ce qui se passe sous anesthésie, très légère. En fait, les thalamies s'activent, puis le cortex primaire, puis le cortex somatosensoriel secondaire. Ici, avec une anesthésie plus profonde, je n'ai plus rien au niveau du cortex, j'ai encore un truc au niveau du sous-cortex. Alors pourquoi ? La théorie actuelle, c'est que ici, vous avez la baisse métabolique liée aux concentrations de propofol. Ici, vous avez la densité de récepteurs GABA-A. Plus le cerveau a de récepteurs GABA-A, plus vous avez une diminution métabolique, plus il est sensible à l'effet des agents anesthésiques. Et donc, quand on regarde, le cortex frontal, vous avez vu, c'est là où on a énormément d'ondes delta, il y a énormément sur les séries autopsiques de récepteurs GABA-A, par rapport au thalamus, où si je mets du flunazénil marqué, en fait, il n'y a rien qui se fixe
au niveau des thalamies. Pourquoi ? Parce que les thalamies sont nicotiniques. C'est des récepteurs nicotiniques qu'il y a au niveau des thalamies. Et c'est d'ailleurs assez surprenant. Vous avez un animal qui est ici dans une cage de verre où la concentration, par exemple, de sévofurane est à 2%, donc il dort. Si j'injecte de la nicotine dans ces thalamies, alors qu'il y a toujours 2% de sévofurane, il va parfaitement se réveiller. D'accord ? Donc, cette voie d'entrée thalamique va réactiver le cortex, même sous anesthésie. Alors, quand on regarde des courbes ROC, je ne sais pas si vous vous rappelez des courbes ROC, c'est notre capacité à prédire. Quand c'est un carré, c'est qu'on prédit super bien. Quand c'est sur la ligne d'équité, c'est que c'est pile ou face. Et donc là, vous comprenez que quand on regarde l'EEG standard, qu'on va d'ailleurs monitorer au bloc opératoire, on prédit très bien conscience, pas conscience. Mais en revanche, le mouvement, on est incapable de le prédire. Il faudra avoir des moniteurs qui regardent l'effet de nos agents anesthésiques au niveau du sous-cortex, ce que l'on n'a malheureusement pas. Donc, on peut très bien prédire la conscience avec ces moniteurs, mais on n'est pas capable de prédire si le patient va bouger ou pas bouger. Et surtout, avec ces moniteurs actuellement, on observe le surdosage anesthésique. Alors, anesthésie versus sommeil physiologique, ça c'était l'anesthésie. Vous voyez, le cortex qui se désactive brutalement et le sous-cortex très progressivement. Là, on avait essayé de l'intuber, c'était remonté, et puis après, c'était redescendu. Voici le même patient, la veille de l'anesthésie, on l'a endormi le lendemain, et regardez, ça c'est sa nuit qu'il a passée. Son cortex ici et son sous-cortex. Le thalamus se désactive brutalement. Alors il y a plein de micro-réveils chez les patients parkinsoniens, ils se réveillent, ils se redésactivent, et vous voyez progressivement le cortex qui s'endort et qui atteint un stade 3 du sommeil physiologique. Ici, le thalamus est complètement désactivé, mais vous voyez une activation corticale parce qu'il est en plein sommeil paradoxal. Donc l'anesthésie, c'est le miroir du sommeil physiologique. On va d'abord désactiver le cortex, puis le thalamus. Alors ça a des implications, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le cortex continue de percevoir. Si je fais des flashs lumineux à un rat, à chaque fois que je fais un flash, il va avoir une activation corticale. Ici, c'est un patient qu'on met dans l'IRM et on va faire ici éveiller, sédation, anesthésie. Et vous voyez, entre du bruit et du silence, en IRMF, on voit que même sous anesthésie, il y a une activation corticale. En revanche, quand c'est du mot par rapport à du bruit, les aires très élevées associatives sous anesthésie disparaissent. Et quand c'est des mots par rapport à des phrases, soit c'est une série de mots qui ne veut rien dire, soit c'est une série de mots qui composent une phrase, dès la sédation, ces aires corticales associatives ne marchent plus. Et donc le patient ne comprend pas ce que vous lui dites. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut dire à l'orthopédiste, même si on est sous sédation, de rester silencieux. Ce qui n'est pas leur caractéristique principale. Alors, actuellement, comment on explique la perte de conscience sous anesthésie ? On pense que c'est lié à la communication entre les différentes zones du cerveau. Quand vous êtes dans une IRM et qu'on vous demande de penser à rien du tout, ça, c'est pas possible. La première chose que vous dites, c'est « Putain, c'est quoi ce bordel de bruit, là ?» Donc, on ne peut pas penser à rien du tout. Vous pensez à vous et à votre environnement, et voici les zones corticales qui sont activées. Le cuneus, les aires associatives et le cingulum antérieur. Je vous fais du propofol, je déstructure cette activation qu'on appelle le resting state ou l'état de conscience. En fait, je vais altérer ces réseaux neuronaux. Mais le cerveau reste réactif. Ça, c'est un rat, je lui fais un flash. Le flash, d'abord, il va activer le lobe occipital, c'est normal, puis le pariétal, ce qui est normal. Ça va en frontal et ça revient à partir de 100 puis à 200 millisecondes au niveau des cortex associatifs primaires et secondaires. Et si on a une stimulation qui persiste 200 millisecondes dans le cerveau, on dit que c'est une stimulation consciente.
vous avez perçu et vous avez intégré. En fait, l'anesthésie, vous allez continuer à percevoir, mais vous n'avez plus de capacité à traiter l'information. Et donc ça, sous anesthésie, le même rat, il voit ce qui se passe, enfin il active son cortex occipital, pariétal, et puis après, ça s'arrête. Chez l'homme, c'est pareil. Et regardez, sous propofol, on va faire une stimulation magnétique, ça c'est un contrôle, ça part du postérieur en antérieur à 100 millisecondes, 150 millisecondes, ça revient en postérieur, puis en antérieur. Sous propofol, la stimulation reste là où vous l'avez faite. En fait, il y a une perception, mais une perception qui est non consciente, car vous avez coupé la communication entre la partie antérieure du cerveau et la partie postérieure du cerveau, qui fait la base de l'intégration et donc de la perception consciente. En fait, les agents anesthésiques, ils vont agir sur ces câbles, la matière blanche, qui sont GABAergiques et qui permettent aux différentes aires corticales de communiquer entre eux. Et ça, c'est la base de l'anesthésie moderne. Donc on perçoit, mais on n'intègre pas. Et pour résumer cette conférence, l'anesthésie et le sommeil physiologique, c'est différent. Le sommeil physiologique impacte d'abord les thalamies, puis c'est votre cortex qui s'endort. Lors de l'anesthésie, on va couper cette communication entre le cortex frontal et pariétal associatif, qui fait que même s'il y a perception, cette perception est inconsciente. Mais vous imaginez bien qu'il y a bien d'autres intervenants dans l'histoire et qu'on est encore très très loin d'avoir tout compris et que cette vision schématique, simplifiée, est forcément fausse. Et j'espère que dans 10 ans, quelqu'un d'autre vous fera un topo en disant que j'avais complètement tort. Je vous remercie.